Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'histoire CM2, la leçon du jour, la Révolution française. C'est une leçon très importante et très longue, donc il va y avoir beaucoup de compétences, 4 en l'occurrence. Première d'entre elles, je connais l'organisation de la société d'Ancien Régime, je connais le déroulement des événements menant à la Révolution, je connais les différents protagonistes de la Révolution, je connais les idées importantes de la Déclaration des droits de l'homme. Quels sont les problèmes de la société d'Ancien Régime? Alors la société d'Ancien Régime, c'est le nom qu'on donne à la société avant la Révolution. Sous l'Ancien Régime, la France est divisée en 3 ordres. Le clergé, ceux qui prient, la noblesse, ceux qui font la guerre, et le tiers-état, ceux qui travaillent. 2 de ces ordres sont privilégiés, le clergé et la noblesse. Privilégiés, ça veut dire qu'ils ont des choses que les autres n'ont pas. Ils ont des droits particuliers, ils ont finalement des privilèges. Le tiers-état est un ordre composé d'éléments très divers avec une majorité de paysans et paye un lourd impôt, la taille. Donc on retient qu'il y a 3 ordres, le clergé, ceux qui travaillent dans l'église, dans la religion, la noblesse, ceux qui font la guerre, donc ce sont des familles qui possèdent des terres généralement, qui possèdent un château, une maison, et le tiers-état, ce sont ceux qui travaillent, c'est-à-dire les paysans en grande majorité, mais aussi les artisans et tous les autres métiers qu'on peut imaginer. Donc voilà un petit schéma qui représente cette population française avec une grande partie occupée par l'ordre du tiers-état, ordre du clergé 1%, ordre de la noblesse 2%. Le mécontentement gagne la société au XVIIIe siècle parce que les gens en ont assez de cette société inégalitaire avec des privilégiés et d'autres qui doivent travailler pour tout le monde. Que fait le roi face au mécontentement de la population? Le roi Louis XVI réunit les États généraux le 5 mai 1789 à Versailles. Il organise cette réunion pour montrer qu'il est à l'écoute du peuple, qu'il entend les protestations. Donc, pour ces États généraux, 1139 députés qui représentent les 3 ordres viennent à Versailles en apportant des cahiers de doléances, cahiers dans lesquels sont écrites les plaintes et les demandes des gens. Pour cette réunion, dans les différents coins de France, on va élire un représentant qu'on appelle un député. Ce représentant, il va noter dans un cahier toutes les choses que réclame le peuple, toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses qu'il faudra améliorer. On appelle ça un cahier de doléances. Donc les députés viennent à Versailles le 5 mai 1789 et commence la réunion des États généraux, réunion qui va durer plusieurs semaines, le temps que tous les députés expriment leur mécontentement, expriment leurs demandes devant le roi. Comment se déroulent les États généraux? Le roi n'écoute pas les demandes du tiers-État. Les députés du tiers-État, très mécontents, se proclament alors à l'Assemblée nationale, assemblée représentant la nation, et le 20 juin 1789, par le serment du jeu de paume, ils jurent de ne pas se séparer tant que la nation n'aura pas une nouvelle constitution. Donc, suite à cette réunion des États généraux, le roi fait voter un certain nombre de choses, mais il ne fait pas voter à une voix par député, parce que là, dans ce cas-là, les députés du tiers-état seraient les plus nombreux, mais il fait voter à une voix par ordre. Ça veut dire qu'il y a une voix pour le tiers-état, une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé. Du coup, la noblesse et le clergé, qui ont des privilèges, remportent les votes et obtiennent ce qu'ils veulent de cette réunion. Donc, les députés du tiers-état, mais aussi quelques députés du clergé et de la noblesse, se réunissent en dehors de Versailles pour discuter et à ce moment-là, ils se promettent de ne pas se quitter sans avoir changé les choses. Ils se disent, c'est nous, l'Assemblée, qui représentons le peuple, donc on s'appelle Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, ils prêtent le serment du jeu de paume, ils se jurent de ne pas se quitter. Quelles sont les étapes importantes de la Révolution française? La Révolution éclate alors. Le peuple parisien se révolte et malgré les soldats envoyés par le roi, les Parisiens prennent la prison de la Bastille le 14 juillet 1789. Donc les gens sont très mécontents et la réponse du roi, c'est d'envoyer les soldats, et notamment des soldats qui viennent de l'étranger pour aider le roi à maintenir Paris. Donc les gens sont de plus en plus mécontents. Ils commencent à tout casser dans la ville, ils cherchent des armes, et pour trouver des armes, ils se rendent à la prison de la Bastille, dans laquelle ils vont finalement entrer, qui vont finir par brûler. L'étape suivante, l'Assemblée vote le 4 août 1789 l'abolition des privilèges. Ça veut dire que cette fois-ci, l'Assemblée nationale soutenue par le peuple
réussit à renverser la monarchie. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la fin de l'Ancien Régime. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un texte qui énonce les principes, et les principes nouveaux de cette nouvelle société, c'est que tous les hommes sont égaux et qu'il n'y a pas d'hommes privilégiés par rapport à d'autres. Comment arrive-t-on à la République? Alors que la guerre éclate aux frontières de la France, le 10 août 1792, la royauté est renversée. La République est proclamée le 22 septembre 1792. L'Assemblée nationale voulait, dans un premier temps, partager le pouvoir avec le roi. Donc la monarchie constitutionnelle appliquée en septembre 1792 ne suffit pas à ramener l'entente entre l'Assemblée et le roi. Le roi décide alors de s'enfuir à l'étranger. Le roi, depuis tout ce temps, il souhaite s'appuyer sur les autres rois européens, les autres rois voisins de la France, pour envoyer leurs soldats pour contrecarrer la révolution. Le roi essaye de s'enfuir. Il est arrêté à Varennes en juin 1791. Il est dès lors arrêté et emprisonné. Et suite à cet événement, l'Assemblée nationale n'a plus confiance du tout dans le roi, le peuple n'a plus confiance du tout, et la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire le partage des pouvoirs entre le roi et l'Assemblée, s'arrête, puisque le peuple n'a plus confiance dans le roi, et on va passer à autre chose, c'est-à-dire à la République. Pendant ce temps-là, le roi est jugé, guillotiné, le 21 janvier 1793. En 1793 et 1794, Robespierre et les montagnards prennent la direction de l'Assemblée. Poussés par les sans-culottes, ils mènent la politique de la terreur, ils arrêtent et guillotinent tous les suspects. Donc Robespierre, à la tête des montagnards, veut que la révolution aille jusqu'au bout, ça veut dire il veut qu'on ne revienne pas à la monarchie, et il n'hésite pas lui aussi à son tour à arrêter les gens, à les mettre en prison, à les guillotiner, simplement parce qu'ils sont contre lui, ils n'ont pas les mêmes idées que lui. On appelle ça la politique de la terreur parce que Robespierre souhaite faire peur à tous les ennemis de la Révolution pour mener la Révolution à son terme. Donc ils sont finalement arrêtés et guillotinés en 1794 parce que la politique de la terreur c'est aussi violent que la politique que menait le roi. Donc à la place on va installer des bourgeois modérés à la tête de l'Assemblée, des bourgeois qui seront beaucoup moins violents et beaucoup moins extrémistes que Robespierre et les montagnards. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.